Vous savez, quand on vous parlait de point d'ébullition et point de fusion, on utilisait le mot point comme si c'était sur un diagramme, comme c'était sur un graphique cartésien. Bien, c'est effectivement le cas. Le point d'ébullition et le point de fusion, ce sont vraiment des points. On va voir exactement ils sont où sur ce qu'on appelle le diagramme de phase. Alors, on va voir le point de fusion et le point d'ébullition. Je vais les représenter sur le diagramme. Alors, le diagramme de phase, ça sert à représenter justement ça, les phases de la matière, quand on est sur un diagramme qui est en fonction de la température et de la pression. Donc, c'est un diagramme qui n'est pas représenté à l'échelle. Ce qui est important de retenir, c'est que, bien, en Y, on met la pression. Donc, ici, on est à une basse pression. Puis, on va monter, 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 monter à des très hautes pressions. Et puis ici, même chose pour la température. Donc, on va augmenter la température par ici. Et pour chaque substance, il existe un diagramme semblable à celui-ci. Dans certaines substances, les courbes vont être un peu plus complexes, mais là, on vous présente un exemple assez simple. Il y a 3 courbes, et les 3 courbes distinguent 3 zones sur le diagramme. Et ces 3 zones-là, ce sont les 3 phases de la matière, les 3 phases de la matière principale, donc la phase solide, liquide et gazeuse. C'est vrai qu'il existe une 4e phase, la phase plasma, où là, c'est un gaz à haute température dans lequel les atomes sont ionisés, mais ce n'est pas représenté là-dessus, puis j'en parlerai pas maintenant. On va parler seulement des 3 phases principales de la matière. Alors, il faut savoir que chaque zone, c'est une des phases de la matière. Et les courbes, bien, ils séparent ces 2 phases-là. Quand on est, peu importe à quelle température on se trouve, quand on est à une très basse pression, ici donc à une pression qui est vraiment proche du bas de notre diagramme, et à n'importe quelle température, la matière va être peu dense parce qu'elle n'est pas compactée, la pression est vraiment faible, et peu importe la température, on est dans cette phase-là. Bon, ça c'est la phase gazeuse. La phase gazeuse, elle existe pour toutes les substances quand la pression est suffisamment basse. Au contraire, quand on est dans des pressions très, 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 très élevées, et ce, peu importe si on est dans les températures, disons, du début, ici, on aurait la phase solide. La matière qui est plus compacte. La pression peut être très, très élevée pour avoir la phase solide. On peut aussi avoir une pression très élevée, c'est-à-dire une matière qui est très compactée, mais là, avec des températures plus élevées, dans ce cas-là, ça va être la phase liquide. Et comme je disais, entre chacune de ces phases-là, on trouve la courbe qui les sépare. Quand on parle du point de fusion et du point d'ébullition, des points qu'on peut trouver dans la littérature, par exemple, on peut utiliser ces valeurs de référence-là quand on a besoin d'aller au laboratoire pour identifier des substances. Eh bien, ces points qui sont donnés dans les données de la littérature, dans les données de référence, ce sont des points de valeur de température qui sont donnés à la pression atmosphérique normale, c'est-à-dire à la pression à laquelle on irait faire ces observations-là au laboratoire. Alors, le point d'ébullition et le point de fusion sont donnés habituellement à la pression normale de 101,325 kPa. Le premier point, le point de fusion, ça c'est quand on passe d'un solide à un liquide lorsqu'on fait augmenter la température de ce solide-là. Alors, on a notre solide, et puis on le chauffe, et puis il devient liquide. Ça, c'est la fusion. Bien, on voit que c'est ici, entre le solide et le liquide, quand on fait augmenter la température, et ce, à pression constante. Alors, quand on est à pression constante, ça veut dire qu'il faut s'imaginer une ligne qui traverserait notre diagramme ici. Ça, c'est la pression à laquelle on se trouve présentement. D'accord? Et le point A, serait ici. C'est-à-dire qu'à ce point-ci, on ferait la transition, donc le passage entre la phase solide et la phase liquide. Et ça, c'est le point de fusion. Si on continue à chauffer, là, on est rendu ici, au point de fusion, qui est une certaine température. Si on continue à chauffer notre liquide, là, le liquide continue à chauffer, il continue à chauffer. Quand on arrive ici, il va se mettre à bouillir. Donc, on va traverser la ligne qui sépare liquide de gazeux. Donc, ce point-là ici, c'est le point d'ébullition. Et ça donnerait une certaine température. Pour l'eau, par exemple, le point de fusion est à 0 degrés Celsius. Le point d'ébullition est à 100 degrés Celsius quand on est à 101,325 kPa. Maintenant, il y a 2 autres points sur le graphique qui sont importants de connaître aussi. C'est des points qui sont vraiment le fun. Il y a le point qui est ici, qu'on appelle le point triple. Et puis là, bien, ça c'est amusant parce que le point triple, c'est le point auquel il y a à la fois, en même temps, dans le même contenant, là, à la fois du solide, du liquide et du gaz.
Donc, dans un même contenant, à une certaine combinaison très particulière de pression et de température, et cette combinaison-là particulière de ces deux valeurs-là, elle est propre à chaque substance, bien, il existe dans le même contenant un peu de matière solide qui baigne dans un liquide de la même matière et qui est enrobé, tout ça, de gaz de la même matière. Donc, ça s'appelle le point triple. Et on peut l'observer, il y a des vidéos qui existent là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes sur YouTube présentement, là, vous pouvez chercher, vous allez en trouver. Le dernier point sur le diagramme qui est intéressant de connaître, c'est le point qui est au bout de la ligne qui sépare le liquide de gaz. C'est intéressant parce que c'est vraiment au bout. La ligne ne continue pas plus loin. Contrairement à la ligne qui sépare solide de liquide, celle-là, c'est une ligne, j'ai mis des pointillés pour dire que ça continue toujours à l'infini. Mais cette ligne-ci, la ligne qui sépare liquide de gazeux, bien ça, c'est vraiment, ça se termine à un certain point. Et le point s'appelle le point critique. Donc, juste le fait que ça s'appelle critique, c'est déjà le fun. C'est qu'au-delà du point critique, la matière est comme plus sûre. Est-ce que je suis un liquide? Est-ce que je suis un gaz? Donc, tout ce qui serait au-dessus, donc dans cette zone-ci, on appellerait ça le fluide supercritique. C'est-à-dire, il est super critique dans le sens où c'est au-delà du point critique. Et le point critique, remarquez qu'il est à la fois à une haute température et à une haute pression. Il existe des utilisations technologiques pour toutes sortes de fluides supercritiques qui existent parce que le fluide supercritique, comme je vous disais, il y a des propriétés intermédiaires entre un liquide et un gaz. Par exemple, il est beaucoup, beaucoup plus dense qu'un gaz, alors on peut le verser comme un liquide. On pourrait le contenir dans un contenant puis le voir comme ça, puis le verser. Mais, comme un gaz, il est capable de rentrer à travers, de percoler à travers un solide. Ce qu'un liquide ne serait pas capable de faire, le solide l'arrêterait. Mais, étant donné cette propriété-là du fluide supercritique, d'être capable de rentrer à travers les solides et d'être très dense, beaucoup plus dense qu'un gaz, on utilise par exemple le dioxyde de carbone supercritique pour faire différentes choses. Le dioxyde de carbone supercritique, bien, son point critique, c'est pas nécessaire de retenir les valeurs là, que j'écris ici, mais pour le dioxyde de carbone, son point critique est à 31 degrés Celsius et 7380 kilopascales. À cette pression et température, bon, c'est une température qui est correcte. La pression, elle, pas mal plus élevée, là, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que la pression atmosphérique normale. Mais à cette pression et cette température-là, le CO2 peut être utilisé en particulier pour décaféiner le café. Alors, on prend les grains de café qui sont encore entiers, et puis on est capable de faire rentrer le fluide supercritique à l'intérieur, puis quand il ressort de l'autre côté, bien, il a entraîné avec lui les molécules de caféine. Donc, ça décaféine le café et c'est pas toxique. De la même façon, on peut aussi utiliser le CO2 supercritique pour faire le nettoyage à sec des vêtements. On évite d'utiliser des solvants chlorés qui seraient, eux, toxiques. Et bien, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça entre à travers les vêtements, puis ça enlève les saletés. C'est juste que quand on enlève le vêtement de la chambre supercritique dans laquelle on est à une très haute pression, des fois, s'il y a des petites parties de plastique sur nos vêtements, par exemple les boutons, bien, le fluide supercritique aurait pu rentrer à l'intérieur du plastique. Puis là, quand on redescend la pression à la pression atmosphérique normale, bien, le gaz prend de l'expansion, puis ça peut faire éclater. Mais quand même, c'est pas si pire.